Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Il a nourri 2 orphelins, 20 ans plus tard, un hélicoptère atterrit devant chez lui. Perdu au cœur du Montana sauvage, là où les routes goudronnées s'effacent lentement sous les racines des pins centenaires, là où la civilisation semble s'arrêter et laisser place à l'éternité des montagnes, vivait un homme que les gens du coin connaissaient à peine, Walter Jennings. Sa maison était une modeste cabane en bois massif, nichée au bord d'un lac que l'hiver gelait comme du cristal. Il l'avait construite lui-même, à coups de marteau, de clous, de solitude et d'obstination. Rien de luxueux, 2 pièces, un poêle à bois au centre, une vieille table bancale, et des murs tapissés d'étagères où s'empilaient des livres cornés, des photographies sépia, et des souvenirs muets. Ancien sergent de l'armée américaine, Walter avait connu les cris, la poussière des conflits, le poids d'un fusil dans ses mains et le vide qu'il laissait derrière lui. Il avait survécu à 2 guerres, mais pas à la mort de Margaret, sa femme depuis 37 ans. Elle était son port, sa lumière dans les tempêtes. Un cancer fulgurant l'avait emporté en quelques mois, et Walter n'avait jamais vraiment su recoller les morceaux depuis. Depuis lors, il vivait seul. Enfin, presque seul. Il partageait ses jours avec Rusty, un vieux labrador brun qui boitait d'une patte, fidèle jusqu'à la dernière miette de croquette. Il passait ses journées entre lectures, randonnées silencieuses, et l'entretien de son petit potager, qu'il protégeait jalousement des cerfs et des ratons laveurs. Il n'était pas riche. Pas célèbre. Et cela lui allait parfaitement. Walter Jennings avait trouvé un luxe que peu d'hommes peuvent s'offrir, la paix intérieure. Chaque matin, avant même que le ciel ne s'éclaircisse, il s'extirpait de son lit grinçant, allumait le poêle avec des gestes lents mais précis, puis préparait un café noir, fort et amer, comme la vie qu'il avait menée. Ensuite, il s'asseyait dans son vieux fauteuil en cuir usé et ouvrait un journal en cuir patiné, qu'il remplissait chaque jour d'une page de pensée. Ce matin-là, il avait écrit. Une autre journée. Merci, Seigneur. Même seul, je respire encore. Mais ce soir-là, tout bascula. C'était un soir de janvier, l'un de ces soirs où le vent semble vouloir déraciner les arbres, où la neige tombe en diagonale, fouettant les vitres comme pour réclamer l'entrée. Walter était assis, emmitouflé dans une couverture militaire, lisant un vieux roman de Steinbeck. Rusty dormait à ses pieds, ronflant doucement. La tempête faisait rage dehors. Et pourtant, 3 coups secs, timides mais distincts, retentirent à la porte. Walter fronça les sourcils. Qui peut venir ici, par un temps pareil? Il posa son livre, attrapa sa lampe torche, et s'approcha lentement. Il ouvrit la porte, et resta figé. 2 enfants. Un garçon et une fille. Difficile de leur donner un âge exact à travers la saleté qui recouvrait leur visage. Le garçon semblait avoir autour de 8 ans, les traits tirés, les yeux grands ouverts. Il serrait la main de la fillette, plus jeune, peut-être 4 ou 5 ans, tremblante dans un manteau bien trop grand pour elle. Ils étaient trempés jusqu'aux os, les joues rouges de froid, les lèvres gercées. « S'il vous plaît, on n'a nulle part où aller », murmura le garçon d'une voix rauque. Walter sentit son cœur se serrer. Le froid s'infiltrait dans la maison, mais ce n'était pas le vent qui le glaçait. C'était la détresse absolue dans le regard du garçon. Et la manière dont il protégeait sa petite sœur du froid, comme un soldat garde la dernière flamme d'un feu. Il les fit entrer immédiatement, referma la porte derrière eux, et sans un mot, se dirigea vers le placard. Il leur apporta 2 couvertures, les enroula doucement, puis alluma une casserole de lait sur le poêle. Il ajouta du cacao et du sucre, un reste de chocolat de Noël. Le pain grillé, le beurre, un peu de miel. Rusty, curieux, vint renifler les nouveaux venus, puis posa sa tête contre les genoux d'Emily, comme pour dire « Tu es en sécurité maintenant ». Ce n'est qu'après qu'ils eurent mangé qu'ils se mirent à parler. Le garçon s'appelait Nathan, la petite, Emily. Leurs parents étaient morts dans un accident de voiture. Depuis, ils avaient été placés dans un foyer d'accueil en ville. Un foyer dur, froid, où la violence était monnaie courante. Ils s'étaient enfuis la veille. Ils avaient marché des heures, sans savoir où aller. Walter écoutait en silence.
Quelque chose dans leur récit faisait ressurgir des souvenirs qu'ils croyaient enterrés, son propre passé. Son père alcoolique. Les nuits dans la rue. Le froid, l'abandon, la peur de ne jamais être désiré. Il aurait pu appeler les services sociaux. C'était la chose à faire, non? La voie légale. Mais il regarda les enfants, ces deux petites âmes cabossées, et comprit que le monde les avait déjà abandonnés plusieurs fois. Et alors, dans un geste simple mais définitif, il se pencha, regarda Nathan droit dans les yeux, et dit : « Vous resterez ici. Aussi longtemps qu'il le faudra. » Walter savait que recueillir Nathan et Émilie ne serait pas aussi simple que de les nourrir et de les couvrir. L'État avait des règles. Des formulaires. Des procédures. Et bien souvent, des soupçons. Dès les premiers jours, il se rendit au bureau du comté de Flathead, où l'assistante sociale, une femme sèche aux lunettes strictes, lui lança un regard incrédule lorsqu'il annonça son intention de demander la garde temporaire des deux enfants. « Monsieur Jennings, vous avez 67 ans. Vous vivez seul, sans revenu fixe, dans une zone isolée. Ce n'est pas ce qu'on appelle un environnement stable. Et pourtant, c'est la première fois qu'ils dorment en paix depuis des mois. » Elle soupira. Et lui remit les premiers formulaires. Ce fut le début d'un véritable parcours du combattant. Il dut prouver qu'il avait un revenu suffisant, sa pension militaire, ses petites économies. On lui demanda des preuves de ses capacités parentales, de sa santé mentale, de son aptitude à gérer deux enfants traumatisés. Les visites d'inspection commencèrent. Une fois par semaine, une assistante sociale passait à l'improviste. Elle inspectait les placards, posait des questions, observait les moindres gestes. Un jour, elle nota froidement : « La maison est propre. Les enfants semblent en sécurité. Mais le gardien est âgé. Risque de fatigue, isolement social, pas de réseau de soutien familial. » Walter lisait les rapports sans broncher. Il ne savait pas manier les mots. Mais il savait aimer. À sa manière. Silencieusement. Solidement. Petit à petit, il transforma sa modeste maison de vieux soldat en véritable cocon familial. Il construisit une chambre pour Nathan, peinte en bleu, avec des posters d'avions militaires qu'il récupéra dans une vieille revue. Une autre pièce pour Émilie, toute simple, mais avec une petite étagère à peluche et une guirlande d'étoiles au-dessus du lit. Dans la cuisine, le frigo se couvrit peu à peu de dessins maladroits, des bonshommes bâtons, des soleils souriants, un portrait tremblant de « Grand-pa Walt ». Il installa une vieille table d'écolier dans un coin, pour les devoirs. Il acheta des cahiers, des crayons, des livres d'histoire et un globe terrestre tournant. Même s'il ne parlait pas beaucoup, chaque détail de la maison devenait un acte d'amour concret. Nathan, toujours les mains occupées, démontait des réveils, des lampes, des boîtes à musique. Il rêvait de comprendre ce qui faisait voler un avion, ce qui faisait battre un moteur. Walter l'encourageait. Il lui acheta un vieux kit de construction d'hélicoptères miniatures. Le soir, ils passaient des heures ensemble à suivre les instructions, à rire des erreurs, à recommencer. « Tu as de l'or dans les doigts, fiston », disait Walter. Émilie, elle, semblait douée d'un cœur immense. Chaque fois qu'un oiseau blessé tombait dans le jardin, elle le ramassait, le soignait, lui donnait un nom. Un jour, elle pleura toute une nuit parce qu'un écureuil qu'elle nourrissait n'était pas revenu. Walter ne dit rien. Il resta à ses côtés, silencieux, une main posée sur son épaule. Il leur apprit à vivre simplement, comme il avait appris lui-même dans les bois. On coupe le bois avant l'hiver, on remercie avant de manger, on lit les étoiles quand on doute de la route. Les enfants grandissaient. Lentement. Mais sûrement. Avec des racines profondes. Chaque nuit, après le dîner, alors que la maison s'assoupissait, Walter s'asseyait sur le rebord de leur lit. D'abord hésitant, maladroit. Puis, soir après soir, plus assuré. Il leur disait toujours la même chose. « Je ne suis peut-être pas votre vrai père. Mais je suis ici. Et je vous aime. » Et les enfants, d'abord silencieux, finirent par répondre un jour. « On t'aime aussi, grand-pa. » Les saisons passèrent. Les enfants poussèrent comme des arbres robustes. Au lycée, Nathan étonna ses professeurs par sa facilité en mathématiques, sa compréhension naturelle de la mécanique.
il fabriqua une réplique de drone pour la foire scientifique et gagna le premier prix. Emily, de son côté, était la meilleure élève de biologie de son lycée. Elle passait ses après-midi à la bibliothèque du village, lisant des ouvrages sur le cerveau humain, les cellules, les maladies rares. Un voisin médecin, le docteur Harris, impressionné par son esprit, la prit sous son aile et lui permit d'assister à des consultations, des conférences en ligne, des dissections. Lorsque les résultats d'admission arrivèrent, Emily tomba à genoux en découvrant qu'elle avait été acceptée à Harvard, avec une bourse complète. Nathan, lui, reçut une lettre qu'il n'osa ouvrir qu'en présence de Walter. Il lut à voix haute, d'une voix tremblante. « Monsieur Jennings, nous avons le plaisir de vous informer que vous êtes admis à l'Académie de l'armée de l'air des États-Unis. » Walter les accompagna, un par un, à l'aéroport. Il ne leur dit pas grand-chose. Il les serra fort. Il les regarda s'éloigner. Puis il rentra seul, dans sa maison désormais trop silencieuse. Il alluma le poêle, regarda le fauteuil vide, puis ouvrit son journal en cuir. Et il écrivit, sans amertume. « Mes enfants sont partis. Je suis seul à nouveau. Mais cette fois, c'est une belle solitude. Ils vont voler. Je suis fier. » Pendant 2 décennies entières, la vie de Walter Jennings reprit le chemin tranquille d'autrefois, celui des hommes simples qui attendent sans rien réclamer. Il recevait parfois une lettre bien pliée, au coin d'une enveloppe marquée du sceau d'une base militaire ou du campus d'une grande université. D'autres fois, c'était une carte postale, venue de contrées lointaines, une pyramide, un temple bouddhiste, un désert rouge sous un ciel africain, ou un hôpital de campagne dans les Andes. À Noël, il décrochait le combiné du vieux téléphone mural, et une voix, souvent tremblante à cause de la mauvaise connexion, lui disait « Joyeux Noël, Papy Walt. Tu nous manques. On t'aime. » Parfois, c'était Nathan. D'autres fois, Emily. Puis la ligne grésillait, et le silence reprenait ses droits. Walter ne se plaignait jamais. Il savait que ses enfants vivaient, servaient, construisaient. Et lui, il continuait de marcher dans la forêt le matin, de pêcher à la rivière l'après-midi, et d'écrire chaque soir dans son journal. Mais les choses changeaient. Son dos devenait plus voûté, ses pas plus courts, ses mains moins sûres. Il se fatiguait plus vite. Certains matins, il devait s'asseoir 2 fois avant même de faire bouillir l'eau pour le café. Il oubliait parfois où il avait rangé ses lunettes. Mais il ne s'en inquiétait pas. Il avait vu bien pire. Rusty, son fidèle chien, avait blanchi autour du museau. Puis, un jour, il ne se leva plus. Walter l'enterra derrière la maison, sous le vieux chêne, là où l'ombre est douce l'été. Il y planta une pierre. Et le soir même, il s'adressa à lui comme on parle à un frère disparu. Puis il commença à parler à Dieu, plus souvent. Et à Margaret, dont la photo trônait toujours sur la cheminée. « Tu serais fière d'eux, Maggie ? Ils sont devenus ce que le monde a de meilleur. » Un matin, alors qu'il préparait son café, il laissa tourner la radio. Une voix solennelle annonçait. Le colonel Nathan Jennings a mené une opération de sauvetage à haut risque en territoire ennemi, permettant l'évacuation de 15 otages civils. Il a reçu la Légion du Mérite. Walter s'assit lentement. Il regarda par la fenêtre les montagnes qui se découpaient à l'horizon. Un sourire naquit au coin de ses lèvres ridées. C'est mon garçon. Quelques mois plus tard, en lisant le journal local à la bibliothèque du village, ses yeux tombèrent sur un article dans une revue médicale. La neurochirurgienne Emily Jennings sauve un enfant atteint d'une tumeur rare lors d'une mission humanitaire au Yémen. Il se leva, serra l'article contre sa poitrine, et murmura. « Ma petite étoile. » Il ne disait rien à personne. Il ne se vantait pas. Mais chaque fois qu'il entendait leur nom dans le monde, c'était comme si son cœur rajeunissait. Puis, un matin de printemps, l'air sentait encore la terre humide et les aiguilles de pin. Walter arrosait ses tomates avec précaution, vérifiant que chaque pied avait bien pris dans le sol. Le soleil commençait à réchauffer les pierres quand un grondement étrange s'éleva dans la vallée. Ce n'était pas le tonnerre. C'était plus mécanique. Régulier. Profond. Il leva les yeux. Un hélicoptère militaire, de grande taille, apparaissait au-dessus de la crête,
descendant lentement, avec précision, jusqu'à se poser dans le champ derrière sa maison, soulevant une nuée de poussière et de feuilles mortes. Walter resta immobile. Le tuyau d'arrosage tomba de ses mains. Il plissa les yeux. Son cœur battait fort. Était-ce un accident? Une urgence? Une erreur de lieu? Puis, la porte latérale de l'appareil s'ouvrit dans un souffle de vent. Et il les vit. Nathan, grand, droit, vêtu de l'uniforme de colonel, les cheveux légèrement grisonnants, un sourire large sur le visage. Émilie, radieuse, en blouse blanche, les yeux brillants d'émotion. Elle semblait flotter entre rire et larmes. Derrière eux, deux enfants, un petit garçon en costume et une fillette aux tresses brunes, couraient sur l'herbe, riant à pleine voix. « Papy Walt !» cria Émilie, en courant vers lui. Walter chancela. Ses jambes tremblaient. Il posa sa main sur le rebord du potager pour se stabiliser. Puis il laissa tomber ses outils. Quand ils le prirent dans leurs bras, il ne dit rien. Il pleura, en silence, comme seuls les anciens savent pleurer, sans bruit, mais avec toute une vie derrière les larmes. « Vous êtes là » souffla-t-il enfin. Nathan le serra fort, les yeux humides. « Tu nous as donné une vie quand on n'avait rien. Tu nous as nourris, élevés, protégés. Et aujourd'hui, ajouta Émilie, tenant ses mains rugueuses dans les siennes, on est là pour te remercier. Et te ramener à la maison. » Ce jour-là, alors que le soleil de fin d'après-midi baignait la vallée d'une lumière dorée, Nathan et Émilie prirent place à la vieille table en bois du porche. Walter, encore ému, les observait, comme s'il craignait que tout cela ne soit qu'un rêve. Émilie posa une main sur la sienne, douce et rassurante. « Papa Walt, on n'est pas juste venu pour te dire merci, » dit-elle en le regardant droit dans les yeux. Nathan sortit une enveloppe et la posa sur la table. À l'intérieur, les papiers de la maison voisine, un joli chalet qu'ils avaient rénové en secret depuis des mois. « Cette maison est à toi, » dit Nathan. « À toi, à nous. On a tout préparé. Il y a 3 chambres, une cuisine ouverte, et une véranda qui donne sur le lever du soleil. Émilie a même planté des pivoines dans le jardin. »« Mais, pourquoi ?» murmura Walter, troublé. « Parce que tu n'as jamais hésité une seconde à changer nos vies. Maintenant, c'est à notre tour de prendre soin de toi, » répondit Émilie avec un sourire lumineux. Émilie annonça qu'elle allait ouvrir une petite clinique rurale dans la vallée, un centre gratuit pour les familles sans assurance, les fermiers et les anciens. Elle allait redonner à cette terre ce qu'elle lui devait. Nathan, lui, avait fait aménager un héliport discret à l'arrière de la propriété, dissimulé entre les pins. Chaque semaine, il reviendrait de la base pour passer du temps avec son père, pêcher avec lui, faire des barbecues et réparer ce qui cassait. « On ne te laissera plus jamais seul, » dit-il. Plus jamais. Les semaines suivantes furent un tourbillon de changements. Walter n'était plus ce vieil homme solitaire au pas hésitant. Il se leva plus tôt chaque matin, ria plus souvent, et recommença à fredonner les vieilles chansons country qu'il chantait avec Margaret. Émilie lui offrit un fauteuil avec massage intégré, installé devant la cheminée, parfait pour ses vieux genoux. Nathan, de son côté, lui construisit une serre en verre trempé, avec un système d'irrigation automatique. Les tomates de Walter n'avaient jamais été aussi rouges. Les enfants d'Émilie, Lily et Jacob, l'appelèrent rapidement « Grand-pa Walt ». Ils venaient le réveiller le samedi matin avec des crêpes, ils l'assaillaient de questions sur la vie d'avant, sur les étoiles, sur Rusty, le vieux chien dont la photo trônait encore sur la cheminée. Chaque soir, Walter écrivait désormais dans son journal de cuir, celui que Margaret lui avait offert des années auparavant. Ils sont revenus. Et ils m'ont apporté plus que ce que j'ai jamais donné. Le monde a tourné. Et l'amour a tenu bon. Le temps passa doucement. Walter, bien que vieillissant, gardait un éclat de jeunesse dans les yeux. Il enseignait aux enfants à tailler les arbres, à pêcher à la main, à écouter le vent dans les branches. Un matin d'hiver, alors que la neige couvrait la vallée, Walter ne se réveilla pas. Il était parti paisiblement, dans son sommeil, le visage détendu, la main posée sur son journal. À côté, une lettre à peine entamée. Ce matin, Lily a dit qu'elle voulait devenir médecin, comme sa maman. Mon cœur est plein. Les funérailles furent simples.
mais émouvante. La vallée tout entière sembla s'arrêter ce jour-là. Des vétérans vinrent, des familles aidées par Émilie, des soldats qui saluèrent le cercueil de Nathan. Sur sa tombe, ses enfants firent graver en lettres sobres mais éternelles. Il a donné sans attendre. Il a aimé sans condition. Il était notre foyer. Et depuis ce jour, chaque année, au printemps, un hélicoptère descend dans la vallée. Les enfants et petits-enfants de Walter s'y rendent pour fleurir sa tombe. Ils s'assoient, sortent leurs carnets, et racontent des histoires, certaines vraies, d'autres inventées, exactement comme Walter le faisait, au coin du feu, un soir d'automne, avec deux petits orphelins blottis contre lui.